Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce temps d'échange concernant la suite des séries, des débats, bilan l'an 1 du premier quinquennat du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, élu le 6 mai 2024 avec un programme politique de 12 chantiers et sans action qui, selon le maréchal, sera une occasion de libérer le potentiel de notre pays et faire du Tchad un pays habitable où chacun peut y réaliser son rêve. Ce soir, c'est le chantier 4 qui fera l'objet de nos échanges avec un panel de haut niveau. Il s'agit de la refondation du système éducatif et bâtir un plan ambitieux pour la jeunesse et les sports. Former la jeunesse, c'est préparer l'avenir d'une nation. Cependant, de nombreux signes révèlent les fragilités de notre système éducatif, les frustrations croissantes de notre jeunesse face à des attentes non comblées et l'absence d'une réelle structuration du secteur sportif, pourtant essentiel à l'épanouissement personnel et à la construction d'une cohésion sociale. Mais dans cette situation préoccupante, une opportunité se dessine, celle d'oser une refondation du système éducatif, d'écouter les aspirations profondes de la jeunesse et de bâtir un plan ambitieux et structurant pour les sports. Non pas comme une activité secondaire, mais comme un pilier du développement humain. Nous allons aborder ce sujet autour de 3 axes, l'éducation, la jeunesse et nous terminerons par le sport. Un an après, quelles sont les avancées dans le système éducatif tchadien? Peut-on parler de l'éducation de qualité? Peut-on parler de la valorisation du corps enseignant? Et pour nous permettre de tenir ce débat, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Aboubacar Tchoroma, ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Je reçois aussi M. François Ndjekombe, député et 6e vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur François, bonsoir. Bonsoir, M. Emmanuel. Bienvenue. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Merci beaucoup. Je reçois M. Kosmadi, merci, ancien conseiller national de la transition CNT, président du parti Nouveau Souffle Nouveau pour la République sonore. Monsieur, merci. Je vous dis bonsoir et bienvenue bonsoir, sur ce plateau. Bonsoir à vous aussi. Ok. Merci. Enfin, je reçois M. Ngolao Bolbari, secrétaire général du CET. M. Bolbari, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, nous allons commencer avec toute une première question que je vais directement m'adresser à Monsieur le ministre, Monsieur Aboubacar Tchoroma. Quand on parle de la refondation, ça veut dire qu'il existe des dysfonctionnements quelque part. Alors, dites-nous quels sont les principaux dysfonctionnements du système éducatif, surtout pour vous qui êtes en charge déjà de ce département. Merci beaucoup. Vous l'avez dit vous-même, si bien dit. Refonder, ça veut dire jeter de nouvelles fondations. C'est-à-dire la chose existe, mais il faut la refaire à nouveau. Le système éducatif tchadien, comme vous le savez, souffre de beaucoup de maux, que vous le connaissez. Un problème au niveau des formations, tout court, des enseignants, des problèmes au niveau des niveaux des élèves. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, le chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno, dans son programme, a pris en compte cette dimension-là parce que construire un pays se base toujours sur des compétences et ces compétences-là ne peuvent être formées qu'à l'école. Donc, refonder cette école à travers une formation solide, à travers une école capable de recevoir le nombre d'élèves qui viennent chaque matin à l'école, ainsi de suite. Donc,
Les problèmes sont là, le problème d'enseignants, le manque d'enseignants, le problème de manque de salles de classe, le problème de niveau, ainsi de suite. Mais l'école tchadienne souffre de beaucoup de problèmes. Je crois que le syndicaliste est là, il est mieux placé pour savoir en tant qu'enseignant et en tant que syndicaliste. Mais à notre niveau, en tant que responsable, je sais que l'éducation nationale souffre de beaucoup de problèmes. Mais ces problèmes sont en train d'être résolus grâce à la vision du chef de l'État qui l'a consigné dans ce chapitre 4, qui donne beaucoup de pistes, qui permet à l'école tchadienne de décoller. Alors, je vais m'adresser aussi à monsieur Merci Kospadi, qui est un ancien aussi du département. Peut-être vous avez des éléments à compléter. À propos des dysfonctionnements du système éducatif, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce sujet? Merci beaucoup. Je dis que l'éducation fait partie des sciences sociales. Et toute science sociale est évolutive, parce que la société humaine aussi évolue. Donc l'éducation de 1960 ne peut pas être la même que celle d'aujourd'hui, parce que les besoins de la population changent, parce que aussi le monde change aussi de systèmes, de styles, et donc il faut s'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Donc refonder le système éducatif tchadien, comme le ministre l'a dit, il y a bien sûr des problèmes, mais le plus important c'est, n'est-ce pas, de rendre efficace ce système. Et quand on parle de système, vous voyez, c'est tout un assemblage des éléments. Et le système éducatif tchadien, n'est-ce pas, a plusieurs maillons. Donc nous avons par exemple la préscolaire, nous avons l'enseignement primaire, nous avons l'enseignement secondaire, nous avons l'enseignement supérieur. C'est tout un, n'est-ce pas, toute une chaîne. Donc c'est un système. Et ces systèmes sont liés, ces éléments de système sont liés de sorte que quand l'enfant part à l'école, il va, n'est-ce pas, d'étape par étape. Et il peut aussi s'arrêter à un niveau donné quand c'est nécessaire, il peut continuer les études. Donc nous sommes aujourd'hui dans la globalisation du monde où on ne peut pas aussi former un Tchadien pour le Tchad, on forme un Tchadien pour le monde. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. On parle de développement local, donc refonder le système éducatif tchadien, n'est-ce pas, c'est de placer le système là dans le contexte local, national et international, de sorte à ce que ceux qui sortent de ce système, n'est-ce pas, soient capables de se prendre en charge, mais aussi, n'est-ce pas, de contribuer à l'édification de leur nation. Ok, c'est de placer l'école dans son contexte. Je me tourne du côté de M. Bolbari. Vous, en tant qu'acteur, surtout le syndicat, vous avez des éléments à compléter sur les dysfonctionnements? Merci. Le dysfonctionnement de l'école tchadienne, ce n'est un secret pour personne. Vous savez que notre école, c'est presque tout le monde qui déplore son état. Et il y a eu beaucoup de messes qui se sont dites au chevet de notre école, mais malheureusement, toutes les résolutions prises, les solutions proposées, généralement échouent dans les tiroirs, et je dirais même des tiroirs scellés, parce que si c'était encore de simples tiroirs, on peut les ressortir de temps en temps pour leur trouver des solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je me réjouis du fait que les chantiers du chef de l'État, l'éducation occupe la 4e place. Bon, tant mieux, mais sinon, moi j'aurais souhaité que l'éducation occupe plutôt la 1re place. Oui, pourquoi pas.
Pourquoi pas? Parce que l'éducation, c'est la base de tout. Tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au Tchad, si seulement nous arrivons à booster l'éducation nationale, je suis sûr que la plupart de ces problèmes trouveraient des solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, nous n'allons pas faire la bouche fine, même si c'est la 4e place, tant mieux. Mais il ne faut pas que ça soit un simple slogan. Parce qu'au Tchad, nous sommes habitués à écouter de grands mots, de grands slogans qui, généralement, n'ont pas de lendemain. Donc, ces chantiers, et surtout celui qui concerne l'éducation, si effectivement on arrive à le réaliser, ce serait une très bonne chose pour le Tchad. Parce que, rendez-vous compte, l'avenir d'un pays ne peut se mesurer qu'à l'aune de l'éducation. Un pays qui n'a pas un système éducatif fiable, c'est un pays qui va à la dérive. L'histoire est là pour le prouver. La France, que nous prenons toujours pour... bon. Lorsque elle a commencé à décoller, c'est au moment où l'éducation a été rendue obligatoire. Et c'est là le décollage. Mais nous, malheureusement, nous disons toujours que l'éducation, c'est la priorité des priorités. Mais quand on voit les réalités sur le terrain, ce n'est pas toujours la même chose. Alors, je reste encore un moment avec vous. Est-ce que c'est pour dire que un an après, rien n'a changé, ou bien quel est le constat qu'on peut faire? Un an. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais la demande est très forte. Donc tout ce qui est fait, on n'arrive pas encore à ressentir ça. Monsieur le ministre est là. Il va révéler des efforts qui ont été fournis. Okay. Mais nous constatons que malgré ces efforts-là, il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Et du côté des enseignants, par exemple, on reviendra certainement sur cet aspect-là tout à l'heure. Alors je viens à vous, monsieur François Ndikomé. Vous n'êtes pas seulement député, mais vous êtes aussi fondateur d'une école. Alors je sais que vous pouvez aussi nous parler un peu des dysfonctionnements, surtout qui existent surtout de ce côté de notre système éducatif. Ok, je voudrais d'abord remercier Electron TV pour cette opportunité. Oui. Je suis ravi de partager le plateau avec les sommités, parmi d'autres sommités, bien entendu, de notre système éducatif. Moi, je pense que l'école tchadienne, tous ceux qui sont intervenus avant moi ont reconnu que l'école tchadienne est malade. Maintenant, un an après, est-ce que nous avons fait un peu de progrès par rapport à la période antérieure au 23 mai 2024, où le maréchal a été investi pour commencer son quinquennat, point d'interrogation. Parce que vous savez, le problème de l'école tchadienne, il est très complexe. Et heureusement, nous avons sur le plateau d'abord un ancien ministre de l'Éducation nationale, ensuite le ministre de l'Éducation nationale, et aussi le secrétaire général du 7. Moi, je dirais que le problème est tellement vaste que au bout de 12 mois, ça serait très très difficile, sauf si on veut se donner à une certaine démagogie,
de prétendre qu'on a Commencer fait quelque chose. bouger les choses de manière considérable. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites. Je sais que récemment, le ministère, par exemple, de l'Éducation a souhaité que tous les enseignants du public ne puissent pas exercer, par exemple, dans le privé. Ça, c'est une manière un peu de recadrer, mais il n'y a pas que ça. Vous avez peut-être des enseignants qui sont affectés, qui ne veulent pas aller. D'autres qui, peut-être ils sont... bien entendu, enseignants, mais ils font d'autres activités. Vous avez ceux qui... Bon, il y a autant de problèmes. Moi, je crois que ce soit le syndicaliste, que ce soit le ministre de l'Éducation, ils sont mieux placés que moi pour relever cela. Mais moi, je pense que le but de l'école, surtout de l'école élémentaire, parce que dans ce chantier 4-là, il y a 13 petites actions qui accompagnent. Le président dit je m'engage à faire ça, je m'engage à faire ça, je m'engage à faire ça. Et le premier engagement qu'il a pris, c'est de faire en sorte qu'il puisse lutter contre l'analphabétisme. Contre l'analphabétisme en faisant en sorte que l'accent soit mis sur l'école primaire, une école primaire de qualité. Et moi, c'est à ce niveau-là que je voudrais pour le moment m'arrêter. Au niveau de l'école primaire, le but de l'élève ou de l'école primaire d'une manière générale, c'est d'apprendre à l'enfant à lire et à écrire. Ouais. Aujourd'hui, vous prenez un enfant qui quitte la classe de CM2 et qui va en 6e. Est-ce qu'il sait lire et écrire? Je ne crois pas. Peut-être sur 100 élèves, vous allez trouver 3 ou 4, ou tout au plus 5, qui peuvent vous faire correctement une lecture. Lorsque vous donnez un livre, vous lui demandez d'ouvrir au hasard, il lit un texte. C'est très difficile. Aujourd'hui, vous prenez même un élève de classe de terminale, il commet des fautes, vous vous demandez bien, est-ce qu'il a appris la grammaire à l'école primaire? C'est vrai, M. Konsoumadi a dit que l'école de 1960 et l'école d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Mais je suis parfaitement d'accord avec lui parce que ça évolue dans un certain cadre sur les méthodes de l'enseignement, etc. Mais la base reste la même. Lorsque vous avez une phrase sujet, verbe, complément, une phrase simple, et que vous prenez un élève qui va en classe de 6e, vous savez, à l'époque, nous autres qui avons la chance un peu de grandir au village, on avait une telle considération, un tel respect pour un élève qui passe au collège. On les appelle les collégiens. Et un collégien ou un lycéen, c'est quelqu'un qui vraiment qui est admiré, qui est respecté. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, l'un des problèmes, c'est quoi? Je m'arrête là. C'est la suppression, et je ne sais pas pour quelle raison, du concours d'entrée en 6e. Et à ce niveau-là, moi je pense que la question, nous l'avons soulevée au niveau du dialogue national inclusif et souverain. C'est vrai que lors du DENIS de 2022, je n'ai pas eu l'opportunité de beaucoup intervenir. Mais la petite intervention que j'ai eu à faire, c'était de plaider pour la restauration du concours d'entrée en 6e et du CP. Même si aujourd'hui on sait que le certificat d'études primaires, ça ne peut pas servir à grand chose pour une embauche ou pour un emploi. Néanmoins, je pense que ce concours-là, pour nous qui avons l'habitude d'étudier par le passé, ça permettait aux enfants, avant d'aller en 6e, de passer comme par une sorte un peu de tamis. On essaie de tamiser pour voir quels sont ceux qui sont capables d'aller en 6e. Parce que depuis 6 ans, vous êtes avec le maître, avec un seul enseignant. Vous allez en 6e où vous vous retrouvez devant plusieurs, peut-être au moins 8 professeurs avec des disciplines différentes. Il faudrait donc avoir un certain niveau. Aujourd'hui, les enfants n'étudient pas. Les enfants, ils savent que, quelle que soit la condition, il va passer en classe de 6e.
Et je ne sais pas si c'est avec des faux bulletins, avec quoi. Donc moi je pense que là est tout le problème. Ça c'est juste un aspect du problème qu'on soulève, mais c'est pour dire que le problème de l'éducation est d'abord très complexe, mais évidemment, une année après, c'est très prétentieux, je pense, de pouvoir faire un bilan qu'on puisse jauger positif. Merci, M. François. Je pense que beaucoup de personnes disent aussi la même chose, surtout pour la suppression du concours d'entrée en 6e. Nous sommes là, nous allons toucher certainement du doigt tous ces aspects de choses. Alors, je reviens à M. le ministre. Tout à l'heure, vous avez voulu commencer déjà par parler un peu des éléments. Alors, parlons de la refondation. Par quoi peut-on commencer, surtout pour notre école? La refondation commence d'abord par l'accès, donner la possibilité à l'enfant tchadien d'aller à l'école dans des conditions décentes, ce qui est en train de se faire. On a une vision, parce que le programme du chef de l'État, c'est une vision qui nous permet d'aller de manière ordonnée vers un objectif. L'objectif, c'est permettre à l'enfant tchadien d'aller à l'école, permettre à cette école-là de lui ouvrir les portes de l'avenir, comme l'a souligné le chef de l'État dans son programme. Il y a un travail qui s'est fait actuellement à travers les efforts du ministère de l'Éducation nationale en termes de construction des salles de classe. Il y a beaucoup de salles de classe qui se construisent un peu partout dans le Tchad profond à travers le projet et également par les moyens de l'État. On a 14 millions de francs CFA pour les constructions des lycées et des écoles primaires dans les chefs-lieux et les localités dans nos provinces. Avec nos partenaires également, nous avons au moins 2035 salles de classe à construire dans le Tchad, le Tchad, en tout cas dans les provinces du Tchad. Donc il y a un travail qui s'est fait en termes d'accès et en termes de qualité également, la formation des enseignants. Donc on est en train de former des enseignants, les renforcer par les séminaires, les formations pour qu'ils soient un peu efficaces, plus efficaces qu'actuellement. Et donc, à travers cela, on peut refonder cette école. Refonder cette école, d'abord permettre à l'enfant d'aller dans des conditions décentes. Ça, c'est la première des choses. Avoir un enseignant capable de lui transmettre le savoir, lui apprendre des métiers. Et à travers cela, on peut faire avancer le système éducatif. Alors, je reste un moment avec vous, Monsieur le ministre. Comment on peut rendre encore l'éducation plus inclusive, surtout si on prend un peu le cas des filles ou bien des enfants dans les zones rurales ou défavorisées? Le rendre inclusif, c'est comme je viens de le dire, c'est de permettre à l'enfant d'aller à l'école, lui donner l'occasion d'aller comme tous les enfants qui se retrouvent dans le centre-ville, qui ont la possibilité d'aller à l'école. Lui, qui est au Tchad profond là-bas, il doit avoir une salle de classe, il doit avoir un enseignant qui est disponible et lui dispenser des cours. Et donc, à travers cela, on peut dire que c'est une école inclusive. Permettre à la fille également d'aller à l'école. Nous sommes en train de travailler à partir de la direction des filles, à faire des sensibilisations, à encourager les filles à travers les bourses, faire d'autres activités qui permettent à la fille d'aller à l'école. Et donc, on peut dire que cette école-là, elle est inclusive, c'est quand elle est disponible, qu'elle est accessible à tous les Tchadiens, à tous les enfants de toutes les catégories. Ok. Monsieur Kosmadi, président, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la refondation? À votre avis, par quoi on peut commencer? Bien, je ne peux qu'abonder dans le sens que le ministre vient de dire. La refondation de l'école dans l'action 1
On parle ici, n'est-ce pas, de l'alphabétisation comme le député Njekome l'a soulevé. On parle, n'est-ce pas, de l'école des filles. On parle, n'est-ce pas, de l'accès à l'école pour tout le monde. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'éducation inclusive. Donc une éducation inclusive, c'est une éducation, n'est-ce pas, qui prend en compte tout le monde, c'est-à-dire toutes les catégories sociales, sans distinction d'âge ni de sexe. Donc nous avons au Tchad plusieurs types de personnes. Si on veut, n'est-ce pas, se mettre dans le cadre de la catégorie sociale, nous avons les enfants, n'est-ce pas, qui vivent avec les handicaps. Nous avons les enfants qui vivent avec les handicaps, donc ils ont, n'est-ce pas, un problème de motricité. Et ils ne peuvent pas avoir l'accès dans les salles de classe ordinaires comme les autres enfants. Ils ne peuvent pas aussi, n'est-ce pas, bouger rapidement. Donc, ceux-là sont pris en compte. Nous avons, par exemple, les filles, comme on venait de dire, et les filles au Tchad, n'est-ce pas, font l'objet de beaucoup d'obstacles. On parle, n'est-ce pas, de pesanteurs socio-culturels et ça pose problème. Donc, par le passé, les filles ne sont pas inscrites massivement à l'école comme les garçons, même si elles étaient nombreuses, n'est-ce pas, à l'école primaire, elles n'ont pas vraiment la chance de progresser parce qu'il y avait, par exemple, le problème de mariage précoce. Il y a aussi bien d'autres aspects pour les filles. Et donc aujourd'hui, on essaie d'améliorer un peu la qualité de l'éducation en ayant même, je prends, n'est-ce pas, je parle sous le contrôle du ministre, qu'il y a même une direction, n'est-ce pas, dédiée à l'éducation de la fille. Nous avons aussi les écoles dans le cadre insulaire, où on parle, n'est-ce pas, des enfants nomades, ou bien des enfants qui vivent dans les camps de réfugiés. Cela aussi, il y a un système, une méthode bien indiquée pour eux, donc ils sont pris en compte. Si nous revenons, par exemple, dans notre société, comme nous, les autres, nous sommes là, nous avons l'alphabétisation, n'est-ce pas, qui s'adresse aux adultes, donc aux parents. Et aux parents, ça veut dire que l'école inclusive peut avoir d'autres synonymes qu'on parle, n'est-ce pas, de la communauté éducative. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'enseignant qui est là devant l'élève au niveau, n'est-ce pas, de l'école pendant 5 heures, 6 heures, puis se terminer. Mais il faut aussi donner, n'est-ce pas, les outils aux parents pour que lorsque l'enfant rentre de l'école, les parents soient capables de lui demander au moins, n'est-ce pas, le compte rendu journalier, ainsi de suite. Donc, la refondation de l'école, pour revenir à ça, il y a, par exemple, 3 conditions. Il y a la structure d'accueil. Comme le ministre a dit, il faut des salles de classe. Et les salles de classe avec aussi les écoles, n'est-ce pas, clôturées. Parce qu'il faut mettre l'enfant, n'est-ce pas, en sécurité. Ouais. Il faut sécuriser la vie de l'enfant. Il faut aussi éviter, n'est-ce pas, qu'il soit beaucoup plus, je ne sais pas, du SIAD, et ainsi de suite. Il faut aussi, deuxième condition, avoir, n'est-ce pas, le corps enseignant actif. Ça veut dire que ceux qui sont dans les classes doivent être beaucoup plus de jeunes. Oui, n'est-ce pas? Quand ils sont jeunes, ils fournissent beaucoup d'efforts. Donc, les critères pour la qualité de l'éducation, il faudrait que le corps enseignant soit rajeuni. Maintenant, il y a aussi, n'est-ce pas, le corps des encadreurs. Il faudrait que ce soit aussi les gens expérimentés, comme par exemple M. Bolmbari. Il peut maintenant quitter la salle de classe pour être maintenant dans les centres, n'est-ce pas, de formation. Vous voyez beaucoup plus ça. Donc, celui qui forme l'encadreur doit être plus expérimenté que l'encadreur. Et celui, n'est-ce pas, qui enseigne dans la classe doit être plus outillé que l'élève. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, avec la technologie, n'est-ce pas, les élèves sont plus avancés en termes, n'est-ce pas, d'information, de culture par rapport à certains enseignants. Donc, à ce niveau-là, si on veut parler de refondation de l'école, il faut aussi penser, n'est-ce pas, à la technologie, à la nouvelle technologie appliquée à l'éducation. Je voudrais à partir de ce que vous avez dit tout à l'heure, les pesanteurs qui pèsent sur la jeune fille, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Comment on peut faire pour permettre à ce que les filles puissent bénéficier d'un bon système éducatif? Il y a, par exemple, l'ordonnance.
je ne sais pas, c'est 30 ou je ne sais pas. L'ordonnance, n'est-ce pas, qui a été prise par le défunt maréchal, voilà, pour interdire le mariage précoce. Voilà, qu'on n'oblige pas la fille à aller en mariage. Ça, c'est au niveau, n'est-ce pas, législatif. Mais au niveau aussi social, il y a les filles qui prennent conscience et qui discutent avec leurs parents aujourd'hui. Mais elle ne veut pas aller, forcer à aller en mariage, mais elle veut continuer les études. Il y a aussi les parents qui sont éveillés, n'est-ce pas? Donc, il y a possibilité qu'aujourd'hui, nous trouvons dans les classes secondaires un nombre plus élevé de filles que celui des garçons. Et maintenant, ce qu'il faut faire pour renforcer davantage, c'est de trouver des écoles typiquement, n'est-ce pas, féminines. Comme par le passé, on parle, n'est-ce pas, des lycées féminins, collèges féminins. Donc, ça veut dire qu'il faut donner plus d'avantages à la fille qu'au garçon en termes d'accès à l'éducation. Merci. Je reviens de ce côté avec M. Bolbari. Dites-nous la refondation. À votre avis, vous qui êtes un acteur aussi majeur, principal de ce système, par quoi peut-on commencer? Bon, Monsieur le ministre a parlé de l'accès et le ministre Kosmadi a abondé presque dans le même sens. Mais moi je pense que si on doit parler de refondation de l'école, les infrastructures peuvent venir en deuxième ou en troisième position parce que nous qui sommes ici, peut-être que nous n'avons pas étudié dans des classes vraiment décentes. Il y a des élèves qui ont étudié sous des arbres, et même en ce moment, il existe encore oui. Un peu dans le Mayou-Kébi ouest et même dans le Lobon occidental. Dans le Tchad profond. Voilà. Il y a des élèves qui sont là encore dans les hangars, sous les arbres, etc. Mais parmi ceux-là, peut-être qu'on aura des intellectuels. Donc les infrastructures, c'est bon, c'est vrai, mais si on doit prioriser les choses, je pense qu'il faut penser au corps enseignant. Et ensuite, au curricula, et les infrastructures peuvent suivre. Si on a un bon enseignant, même avec très peu de moyens, il saura donner le meilleur de lui-même. Et c'est ce que, dans le passé, c'était passé. On en a vu. Aujourd'hui, nous construisons des bâtiments, mais quelquefois, ces bâtiments ne sont pas utilisés à bon escient. Le maître, quand il est mis dans des conditions requises pour vraiment travailler, même s'il est dans un hangar ou bien sous un arbre, il peut faire son travail. Donc, si seulement nous avons réuni de bons enseignants, parce que rendez-vous compte, c'est un problème sérieux, le personnel enseignant. Et les deux ministres sont là. L'école tchadienne, vous avez parlé du primaire. Aujourd'hui, on parle de maîtres communautaires. Ils sont même plus nombreux que des maîtres formés. Et ces maîtres communautaires, il y a certains qui n'ont même pas le niveau qu'il faut pour enseigner. Alors, pour moi, il faut d'abord avoir de bons enseignants. Et il y a des enseignants qui sont formés et qui, en ce moment, certains font le clando, d'autres font la pêche, d'autres se livrent à l'agriculture, etc. Ces gens-là, il faut les recruter. Peut-être qu'il faut encore leur donner
une formation continue pour les remettre au top niveau. Donc, il faut recruter les maîtres formés pour remplacer les communautaires là. C'est vrai, les communautaires ont résolu plus ou moins certains problèmes, mais il s'avère que beaucoup des maîtres communautaires n'ont pas le niveau requis. Et un enseignant, quand il n'a pas le niveau, mais il ne forme pas. Il va plutôt abrutir l'enfant. Parce que un élève, ce que l'enseignant dit, pour lui, c'est une parole d'évangile. Il y a des élèves qui ont des parents qui sont des intellectuels. Mais l'erreur commise par le maître là, le père ou la mère ne peut pas amener l'enfant à se départir de cela. Donc, il faut d'abord recruter les enseignants. Il faut également voir du côté des curricula. Et si tout cela est réuni, on peut revenir maintenant sur les infrastructures, donner des classes décentes. La dernière fois, monsieur le ministre était à Pala pour pleurer. Parce que il y a eu un drame. Salle de classe, c'est pas... c'est pas une salle de classe. C'est pas une salle de classe. Sinon, c'est un entrepôt. Et les parents ont dû construire des cloisons pour en faire des salles de classe. Et malheureusement, l'une des cloisons... Nous allons revenir sur ce sujet tout à l'heure. Je viens avec M. François Ndikombe. Est-ce que, parlant des éléments de la refondation, est-ce que la gratuité de l'école dont on parle, est-ce que cela ne crée pas un désordre dans le bon fonctionnement du système éducatif? Non, mais la gratuité... Je disais tantôt que si nous prenons l'exemple de la France a commencé à décoller au moment où l'éducation était rendue gratuite et obligatoire. Nous pouvons suivre le chemin de la France. La gratuité, elle s'impose parce que l'école, c'est une priorité. Je disais tantôt que au lieu de 4e chantier, ça pouvait être le premier. Parce que si nous réussissons ce chantier, le reste va suivre. Même tous les problèmes sociaux que nous connaissons aujourd'hui, là, ces problèmes peuvent se résoudre si nous arrivons à asseoir une école, si nous arrivons à faire en sorte que tous les citoyens tchadiens soient alphabétisés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, la gratuité, elle s'impose. Le Tchad a la possibilité de donner des moyens à ses enfants pour étudier. Et aujourd'hui, moi, je ne remettrai pas en doute la gratuité de l'école. Je ne remettrai pas ça en doute, même si quelque part, il y a des gens qui disent non, l'État dit que l'école est gratuite, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Non. Ceux-là, ils n'ont pas fait une analyse approfondie. Lorsque vous prenez, par exemple, le niveau primaire, c'est vrai, le maître, il est maître dans sa classe. Mais si vous allez, par exemple, au secondaire, un seul enfant, il a besoin de combien d'enseignants? Tout à l'heure, le député l'avait dit. Au moins 8 ou 9. Est-ce que les parents sont capables de prendre en charge tous ces enseignants? Ce n'est pas évident. Donc, l'école, même si les parents contribuent avec 3 000, 4 000, ce n'est pas une occasion, ce n'est pas une raison pour dire que l'école est payante. Non, l'école tchadienne est gratuite. Parce que si nous voyons à côté, au Cameroun, au Centrafrique, etc., au Tchad, l'école est effectivement gratuite. Donc là, il faut quand même reconnaître ce que l'État fait pour l'école. D'accord. Monsieur François Ndikombe, quel est votre constat sur la gratuité de l'école et aussi par rapport à ce qu'on a abordé tout à l'heure? Ok, bon, mais je crois que d'abord, par rapport à ce qu'on a abordé,
à savoir par quoi il faut commencer la refondation. la refondation. Moi, je crois que quand on veut refonder quelque chose, il y a des éléments qu'on peut prendre en compte. Bon, mes prédécesseurs ont dit des choses très importantes, allant des infrastructures au personnel, et puis également au curricula. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte dans un tout. Parce qu'il faut tenir compte quand même d'un certain assemblage. Parce qu'on parle tantôt du système éducatif. Et un système, c'est quelque chose qui est assez complexe. Et c'est un assemblage. Ce n'est pas un seul élément qui constitue en lui-même un système. Donc, à ce titre-là, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, je ne sais pas. Je pense que un élément important à prendre en compte, c'est le budget consacré à l'éducation. Si on veut refonder l'école tchadienne. Parce que le problème, il est très grand, il est très vaste. Le Tchad également est vaste, 1 284 000 km², avec ses spécificités. La densité de la population n'est pas le même quand on se trouve dans une province, dans une autre. Et ça fait que les ressources, même si on y consacre des ressources, ça peut être apprécié de manière diverse. Donc moi je pense que si on veut véritablement refonder l'école tchadienne, c'est d'avoir un plan stratégique. J'ose croire qu'il y avait des états généraux de l'éducation qui ont été organisés. Et le ministère, certainement, va se baser sur ces états généraux-là pour dire, pour la période 2024-2029, correspondant au premier quinquennat du chef de l'État, qu'est-ce qu'on voudrait réaliser? Moi, je pense que c'est le ministère de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, parce que c'est l'éducation d'une manière générale. C'est sur ces ministères-là, régaliens, qu'on doit se baser pour faire un peu nos petits commentaires. Le ministre a dit tout à l'heure qu'il y a 14 millions qui ont été consacrés à la construction des salles de classe. 14 milliards. Voilà, j'ai voulu dire que certainement ça devait être une erreur parce que 14 millions, peut-être ça ne permettait pas de construire même 2 ou 3 salles de classe. Donc 14 milliards. Et ça, ces chiffres par exemple, c'est des chiffres qui peuvent nous édifier. C'est-à-dire qu'au bout des 5 ans, combien de salles de classe est-ce qu'on est capable de construire? Lorsque vous prenez des enfants qui étudient à même le sol, sur des morceaux de briques, vous parliez tantôt que je suis aussi député, c'est vrai, j'étais dans ma province à Doba, et juste à côté de ma maison, il y a une école qui s'appelle... c'est vrai que ça fait un peu... ça fait sourire, mais c'est triste en fait. Il y a une école qui s'appelle École IRI. Mais c'était une école que j'ai connue par le passé et dont la situation actuelle est pire que la situation de 1985 jusqu'en 90 où j'étais à Doba, où j'ai fait l'école primaire là-bas. Donc, les enfants sont assis à même le sol, sur des morceaux de briques, sur des morceaux de bois, en fait, sur les troncs d'arbres, mais les troncs d'arbres, en fait les troncs de rogniers qui usent un peu les tenues qu'ils portent, etc. Et lorsque les enfants, pendant la récréation, vous regardez les enfants, vous ne les reconnaissez même pas. Ça patauge dans la poussière. Et ces conditions-là, moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un plan pour d'abord des infrastructures de qualité. Je ne suis pas en train de dire que les infrastructures doivent arriver avant la formation des hommes. Je suis d'accord qu'il y ait des enseignants de qualité à tous les niveaux. Mais là aussi, les maîtres communautaires dont on parle, etc., souvent quand on parle d'eux, on parle d'eux en mal. Mais eux, ils essaient de supplier la carence de l'État, peut-être dans certains domaines. Parce que dans certains villages, etc., les parents se débrouillent pour avoir une école à côté, etc., parce que l'État n'a pas su peut-être déployer les enseignants sur l'ensemble du territoire. Les gens sont obligés, les enfants du village qui ont fini peut-être, je ne sais pas moi, en classe de CM2, classe de 4e, etc., qui sont obligés donc d'écourter leurs études, deviennent
de facto, en fait, de fait, des enseignants, des maîtres communautaires, et essaient de se débrouiller pour donner un coup de pouce à d'autres enfants, etc. Donc, ces maîtres communautaires, là aussi, essaient de suppléer un peu un vide créé ou laissé par l'État. Donc, moi, je pense que si on veut véritablement parler de la refondation de l'école tchadienne, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les derniers chiffres avant de venir ici, mais sur le budget que nous avions voté en décembre dernier, consacré à l'éducation, je crois que c'est autour de plus de 200 milliards de francs CFA. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que lorsque vous prenez un pays comme le Sénégal, c'est peut-être au moins 5% du budget national consacré à l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la priorité des priorités. Et lorsque vous regardez, même dans ce chantier 4-là, le président a dit clairement que l'éducation est la pierre angulaire de mon action. La pierre angulaire, ça veut dire quoi? C'est vraiment le cheval de bataille. Donc, moi, je pense que, sans toutefois contredire, le SG17, le classement des 12 chantiers, je ne sais pas si c'est par ordre de priorité, mais que l'éducation vienne en quatrième position. En première position. En première position, c'était la paix, la stabilité, parce que pour que les enfants aillent à l'école, il faudrait qu'il y ait la paix. Peut-être c'est dans ce sens-là que, dans un climat de paix, tout le monde peut gagner. On peut aller tranquillement à l'école, on peut aller se soigner, on peut aller au champ tranquillement, etc. Donc, peu importe le classement, mais je pense que dans la réalité, l'éducation, le budget consacré à l'éducation doit être revu si on veut une refondation de qualité. Je vais simplement permettre à Monsieur le ministre de pouvoir réagir. Je sais qu'il a des éléments. Alors par rapport je profite à ce pour qui poser. a été dit par l'honorable député, Oui. La description de l'école qu'il vient de faire, qui est dans son village, il faut savoir que ce genre d'école existe partout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des écoles publiques à l'origine. C'est des écoles créées par les communautés. 3 ans après, on vient voir l'inspecteur pour lui demander une officialisation de cette école-là. Il y a une prolifération de ce genre d'écoles un peu partout dans le Tchad et que l'État fait face à cette situation-là et essaie de régler. Et les solutions ne peuvent se faire que dans le temps. Parce que nous avons une vision du chef de l'État qui veut que l'école tchadienne soit une école de qualité. C'est une école qui ouvre les portes à des formations, à de travail, qui ouvre la possibilité à celui qui à l'emploi, justement. Et donc, on veut introduire le numérique également. Il y a une vision. Et on est en train d'aller étape par étape. Il y a beaucoup de chantiers qui est maintenant en cours par le propre moyen de l'État, mais également par les moyens des partenaires. Parce que souvent, quand on parle de partenaires, beaucoup de gens pensent que c'est de l'argent qu'on donne comme ça au Tchad. Non, c'est des programmes présentés par le Tchad auprès des partenaires, soit de dons ou de prêts, sur la base d'une vision du pays. C'est comme ça que le Tchad présente auprès de bailleurs de projets qu'il finance. Et donc, ces projets-là vont se baser sur cette vision du chef de l'État, le chantier 4 du chef de l'État qui a l'objectif, qui a comme objectif de faire sortir de l'école tchadienne de sa situation actuelle et en faire une école de qualité. Cette école de qualité ne peut se faire qu'à travers des infrastructures, comme je viens de le dire. C'est très important parce que la situation qui vient d'être décrite par le député, elle est partout. Souvent, on voit dans la presse, en tout cas la presse en ligne, dans beaucoup de cas, des salles de classe en séco, je ne sais pas, des briques sur lesquelles les enfants sont assis pour dire que c'est une école de tel endroit. Non. En réalité, il faut chercher. Cette école est créée quand? Par qui? Elle est devenue quand une école publique? Donc, le ministère de l'Éducation nationale se trouve dans cette situation-là. Chaque jour, je reçois des demandes d'officialisation d'école.
Et puis, ces écoles ne respectent pas les normes. Les normes, on a des normes d'ouverture et de fermeture d'écoles. Il y a une distance à respecter, il y a une démographie à respecter pour que on ouvre une école. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'un village traversé par une route, les deux parties demandent à ce que chacune ouvre une école. Ils viennent pour demander à ce qu'ils ouvrent une école. Et des fois, des chefs de canton, ils te disent non, 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 je suis de tel canton, donc je dois ouvrir une école également. Pourquoi vous ouvrez dans l'autre partie? Pourtant, à l'éducation nationale, il faut respecter ce qu'on appelle la carte scolaire. C'est très important. Tant qu'on ne respecte pas cette carte scolaire, tant qu'on ne respecte pas les normes d'ouverture et de fermeture d'école, on ne peut pas rationaliser ces écoles-là, pour que l'État ait un contrôle sur le nombre d'écoles, sur le nombre d'enseignants. Il faut respecter ces normes-là. Alors, Monsieur le ministre, je reste encore un peu avec vous. Tout à l'heure, il était question aussi des maîtres communautaires. Quel est le regard du ministère vis-à-vis de ceux-là? Est-ce qu'ils sont un plus ou bien ils vous créent plus de problèmes? Bon, la situation de maître communautaire, comme vous le savez, c'est une situation qui est apparue dans les années 90, après 90 en tout cas, après cette démographie galopante, et que le parent se retrouve obligé d'ouvrir des écoles, genre l'école que décrit le député. Donc, ils cherchent celui qui est à côté, qui sait lire et écrire à peine, on fait de lui un maître. Dans beaucoup de cas, c'est des gens qui ne maîtrisent ni la pédagogie, ils n'ont ni la capacité d'assurer des cours, transmettre surtout aux enfants le savoir lire, écrire et compter. On a tout à l'heure parlé de cette situation-là. Qu'un enfant tchadien, il arrive en classe de CM2, il va en 6e, il ne sait pas lire et écrire. L'école communautaire a supporté, a suppléé l'école publique là où elle n'existe pas, mais elle a manqué de qualité. C'est pour cela que le ministère de l'Éducation nationale a formé des milliers de maîtres communautaires qui ont les niveaux. D'abord, on a commencé par vérifier leurs diplômes. On a vérifié les diplômes. Est-ce qu'il a le BEPC ou il ne l'a pas? Est-ce qu'il a le bac ou il n'a pas le bac? Ensuite, ceux-là, ils sont pris en charge par la PICET. Ensuite, on les forme dans les écoles normales. Je me souviens, il y a quelques années, pendant que j'étais là au ministère, on a formé environ 14 000. Dans les années 2018, 2019, 2020, 14 000 enseignants communautaires dans les écoles normales. Et cette formation-là a continué. Et le nombre, après vérification des diplômes, je crois que le secrétaire général du CET peut confirmer, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de travailler, aujourd'hui là même, au niveau de la PICET, sur les vérifications des diplômes. Parce que des gens falsifient des diplômes et ils entrent dans les écoles communautaires pour avoir des subsides au niveau de la PICET. Et finalement, le gars a ni le CEP, ni le BEPC. Et il s'est dit enseignant. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons enseignants communautaires. Parce qu'il y a des gens qui sont diplômés d'université, il y en a qui sont de diplômés des écoles normales, qui se trouvent un peu dans nos provinces et qui aident les systèmes. Mais la vision, c'est on va vers l'extinction de ces corps-là et on va les remplacer par des enseignants formés, ou soit ceux-là même qui étaient des maîtres communautaires qui sont formés dans nos écoles, ils seront intégrés par vague pour que
pour que pour que cette situation de maîtres communautaires qui n'ont pas la capacité termine. Ok, nous allons progresser un peu, nous allons aller du côté de la régie. Nous allons suivre un extrait du discours du maréchal pendant son investiture. Il a parlé de certains éléments. Nous allons suivre avant de revenir sur le plateau. En ce qui concerne la réforme de notre système éducatif, qui représente le 4e chantier de mon programme politique, je procéderai à la mise en place d'une approche éducative qui allie le savoir et le devoir. Une fois de plus, je relève l'importance cardinale que chaque enfant de notre nation doit avoir une éducation qui lui ouvre le port de l'avenir et qui contribue à faire de chaque élève un citoyen modèle. C'est pourquoi je propose de faire de l'éducation la pierre angulaire de mon contrat avec les Tchadiens. Je m'engage à transformer notre système éducatif en un modèle de référence, un système qui prépare notre jeunesse à relever les défis de demain et à participer activement à l'éducation d'un pays au rendez-vous du progrès. Aussi, de profondes réformes seront menées pour impulser une nouvelle dynamique à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. La formation qui sera dispensée aux jeunes doit être en totale adéquation avec les besoins réels du marché de l'emploi. Effectivement, c'est l'extrait du maréchal par rapport à ce qu'il désire faire de ce système éducatif. Alors, je m'approche un peu, je pose cette question à M. Kosmadi, vous qui étiez aussi en charge du ministère entre-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire, l'école forme-t-elle aujourd'hui vraiment les jeunes aux réalités du marché du travail? Bien, merci. Le marché du travail, on dit que ça porte un rétrécissement. C'est dire qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et il y a moins d'opportunités. Et donc, c'est maintenant la période de concurrence. Et donc, ne peut s'imposer ou ne peut avoir l'accès à ce marché de travail que celui-là qui a les compétences nécessaires. Et donc, pour éviter qu'il y ait plus, n'est-ce pas, de diplômés sans emploi, il faudrait repenser le système éducatif en termes, n'est-ce pas, de curricula, en termes de contenu. Et donc, à ce niveau, le gouvernement tchadien, à un moment donné, a privilégié beaucoup plus l'enseignement technique et l'enseignement scientifique. Ça veut dire que c'est de l'enseignement technique arrivé à un niveau donné. Je donne l'exemple de ceux qui sortent de l'école technique industrielle, ici peut-être à Sar, mais aussi à Ardejembal. Je connais beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont en train, n'est-ce pas, qui sont dans l'équipe des distributeurs, n'est-ce pas, de l'énergie. C'est-à-dire qu'au niveau des SNE, j'ai 2 neveux qui sont sortis de LTI et qui n'ont pas fait une autre étape, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur et qui sont aujourd'hui utiles. Donc, c'est dire qu'il faut maintenant former les citoyens qui sont capables de réfléchir, mais qui sont aussi capables d'entreprendre. C'est-à-dire, c'est le système anglo-saxon. Ce n'est plus maintenant le système francophone où il faut rester, n'est-ce pas, se contenter rien que de la lecture, de l'écriture, et ainsi de suite. C'est là où je viens, peut-être pas pour détruire ce que le député a dit, mais aujourd'hui, le citoyen que le pays forme, ce n'est pas pour le même objectif
que ceux qui ont été formés, par exemple, au temps colonial. Ça veut dire que l'école, c'est la vision de l'État. L'État va dire, bon, dans 20 ans, je veux avoir tel type, n'est-ce pas, de citoyens. Donc, c'est la vision de l'État, qui sont déclinés, n'est-ce pas, en des objectifs. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on a compris qu'au Tchad, l'école a formé beaucoup, n'est-ce pas, de chômeurs. Ça veut dire qu'il y a plus de littéraires que les scientifiques et les techniques. Et donc, ceux-là, ils vont jusqu'à même obtenir la licence, obtenir, par exemple, maîtrise. Mais quand vous arrachez le diplôme, c'est-à-dire c'est le vide, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est ce que l'État a vu. Et en dehors de l'éducation, bien du ministère de l'Éducation nationale, l'État aussi a créé, n'est-ce pas, le ministère de la formation professionnelle et des métiers. C'est pour, n'est-ce pas, pallier à ces difficultés-là. Et quand en l'année 2000, n'est-ce pas, le monde s'est retrouvé à Dakar, n'est-ce pas, pour adopter les objectifs du développement des millénaires, qui après ça devient, n'est-ce pas, l'objectif de développement durable. Et là, l'accent a été mis, n'est-ce pas, sur la formation tout le long de la vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas une âge pour l'éducation. On peut apprendre tout le temps, on peut changer, n'est-ce pas, de domaine, ainsi de suite. Donc maintenant, on pense beaucoup plus à une formation qu'on appelle n'est-ce pas, disciplinarité. Ce n'est pas que celui-là doit savoir lire et écrire, puis il reste, mais il doit apprendre, n'est-ce pas, à être capable dans plusieurs domaines. Oui, n'est-ce pas, dans plusieurs domaines. Je voulais compléter mon collègue, que pour dire que le ministère de l'Éducation nationale, à travers le Centre national de curricula, a mis dans le curricula tchadien, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. Après vu le programme politique du chef de l'État, en appliquant le programme politique du chef de l'État, on a mis l'entrepreneuriat au niveau du curricula tchadien pour permettre aux élèves tchadiens qui sort par exemple avec son bac ou avec une licence peut avoir déjà des notions sur comment il peut ouvrir sa propre boîte et travailler. Nous sommes en train de travailler également dans le domaine du numérique. On a fait une étude avec l'UNESCO, mais malheureusement le résultat nous a montré qu'il y a 5% seulement des enseignants tchadiens sont capables de mettre des contenus pédagogiques dans un appareil ou dans un laptop ou quelque chose comme ça. Donc, mais il y a un travail qui s'est fait. Maintenant, on a formé des formateurs. Ceux-là, à leur tour, ils vont former des enseignants dans nos provinces. On a formé 200, on a formé également 23 pour les provinces, pour qu'ils prennent en charge leurs collègues et leur apprendre comment utiliser le numérique et comment monter des contenus pédagogiques numériques. On a récemment, je parle sous le contrôle du secrétaire général du SG, du CET, on a distribué 7000 tablettes aux élèves tchadiens avec des contenus pédagogiques. Tout cela, c'est une application du programme du chef de l'État. Monsieur le ministre, avant de pouvoir revenir de ce côté, permettez-moi encore de savoir, est-ce que, quand on a parlé tout à l'heure de la refondation, est-ce que cela concerne simplement le cycle supérieur ou bien cela concerne aussi le côté professionnel? Parce qu'on a comme l'impression que même à l'université, il y a encore des cours d'informatique qui se donnent de façon théorique, pas pratiquement. Le ministre tout à l'heure parlait de l'éducation tout au long de la vie. C'est-à-dire l'apprentissage d'un outil qui vient de sortir ne doit pas se limiter seulement au primaire, parce que finalement on donne la possibilité à l'élève de se familiariser avec la technologie de l'information et de la communication à un bas âge, mais les véritables cours viennent après, au niveau secondaire, au niveau du collège, au niveau secondaire, et ainsi de suite. Donc la formation, elle
elle dépasse seulement, elle est continue, elle dépasse le niveau de base jusqu'à l'université. Ok. Monsieur François Ndjekonge, qu'est-ce que vous dites par rapport à ce qui se passe au niveau du curricula? Chaque année, on a comme l'impression qu'on change de livre. Oui, Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ok, bon, mais avant de Oui. revenir à ça, permettez que je réagisse un peu par rapport Vous le pouvez, bien sûr. à ce qui a été suggéré, en fait proposé, sinon dit par monsieur le ministre de l'Éducation nationale, à savoir l'introduction des tablettes, dans des écoles. En soi, ce n'est pas mauvais. Mais moi, je pense que il faudrait qu'on aille quand même à un rythme qui s'adapte au contexte de notre pays. Lorsque vous prenez tous les Tchadiens, combien peuvent être à l'aise? Le ministre l'a dit lui-même, il n'y a que 5% des enseignants qui sont capables de maîtriser l'outil informatique. Or, c'est l'enseignant qui doit transmettre ce savoir-là à l'élève. Donc il ne faudrait pas que, comme M. Kosmani Merci l'a dit tantôt, que l'élève soit en avance sur l'enseignant. Moi, il y a mon fils qui m'a fait un peu rire. Il a pris mon ordinateur pour saisir un exposé. Il me dit de lui donner l'ordinateur, de saisir. Il est en classe de seconde. Il a saisi l'exposé, il est allé imprimer pour aller défendre. Et après, comme ce n'est pas supprimé, j'ai lu un peu ce qu'il a saisi. Et à la fin de l'exposé, il a cité les sources, les documents consultés. Et il a cité également ChatGPT, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Alors, vous allez faire des enfants de classe de seconde qui vont faire un exposé en ayant comme source l'intelligence artificielle. Si vous faites un exposé sur, par exemple, la pollution, et que vous utilisez l'intelligence artificielle sur la pollution, vous ne faites pas d'efforts de réflexion, etc. Donc moi je pense qu'on ne peut pas également aller plus vite que l'évolution même de notre propre système. Parce qu'il y a des enfants qui seront peut-être dans des centres urbains, qui vont être en avance sur les autres, d'autres dans le milieu rural. Ils regardent les tablettes. Ce qui les intéresse, ce n'est pas les tablettes. Ce qui les intéresse peut-être en milieu rural, c'est les conditions de travail, avoir une bonne salle de classe. C'est peut-être les histoires de cantines scolaires. Parce qu'il y a dans certains endroits, les enfants, la faim empêche les enfants d'étudier. Il y a des enfants qui étudient à un certain moment, entre janvier et février. L'enfant ne peut plus continuer les cours à cause de la faim. Ça, c'est des situations que nous avons vécues. Donc, moi, je pense que cette modernisation-là, je ne suis pas contre ça. Mais je sais que ça fait partie des 13 actions contenues dans ce chantier 4, à savoir l'entrepreneuriat, etc. Mais bon, c'est pas parce qu'on introduit, là aussi, je ne suis pas contre l'introduction de l'entrepreneuriat à l'école, au niveau du lycée, parce que ça a été dit dans ce document. Mais ce n'est pas parce que vous formez 100 élèves dans le domaine de l'entrepreneuriat qu'ils vont forcément tous devenir des entrepreneurs. Je comprends l'idée. C'est de faire en sorte que les gens soient qualifiés. Parce que jusqu'à présent, notre école, c'est ce qu'on a toujours mis dans notre tête, et peut-être hérité de la colonisation. C'est une école dans laquelle on va pour devenir fonctionnaire, point, devenir bureaucrate, pour aller travailler au bureau. Mais on ne va pas à l'école pour peut-être entreprendre un métier, pour devenir peut-être, pourquoi pas avoir des centres de formation, pour que même ceux qui ont étudié peut-être jusqu'en classe de 3e sortent comme des maçons qualifiés, des menuisiers qualifiés, des ouvriers qualifiés. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on a commencé à exploiter le pétrole, vous avez vu que dans le domaine peut-être des ouvriers, etc., on est obligé de faire venir les expatriés. Donc pour répondre à votre question sur le changement des curricula, qui effectivement c'est un frein. Parce que vous avez peut-être un livre qui est très intéressant. Il y a un livre qu'on étudiait à l'époque, là, de toutes les années 85, 90, etc. Je prends mon exemple parce que c'est l'époque que je connais que je connaisse le mieux. Donc,
Vous avez un livre qui s'appelle, je ne sais pas, c'est l'école africaine, la présence africaine. Dans ce livre-là, vous avez un tout. C'est un livre de lecture de français, mais vous avez tout. Aujourd'hui, quand vous prenez un livre, le contenu, honnêtement, je m'excuse. Mais bon, le ministre est là, je crois qu'on a aussi un centre national de curricula, le CNC qui est là, mais souvent, vous avez un contenu qui est presque vide. Assez léger. Donc, assez léger. Et le changement, vous ne savez pas, peut-être 2 ou 3 ans, pour une raison ou une autre, on change de livre, non? Effectivement, le changement au niveau des curricula, c'est l'une des causes de la baisse de niveau également. Parce que, voilà, ça ne favorise pas un bon apprentissage. Donc, moi, je pense que le problème, il est très profond. Ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que tout ce qui se fait est négatif. Tout est à encourager, y compris l'introduction de la technologie à l'école, mais il y a un pays, j'étais en train de chercher, mais qui était obligé d'abandonner les tablettes parce que le pays est tellement avancé. C'est en Europe du Nord. Oui, c'est la Norvège, je crois. Merci beaucoup, monsieur Léger, qui était obligé d'abandonner la tablette pour revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux ici, pour que nos enfants aient les tablettes, pour dire que bon, on s'adapte à l'évolution technologique, etc., il faudrait que l'enfant sache comment on attrape la craie pour écrire correctement. Parce qu'à l'époque, l'écriture, c'était également une discipline à part entière à l'école, quand on nous apprenait. On attrape dans votre main, vous devez savoir comment faire une très belle écriture, etc. Donc, il faudrait qu'avant de passer à la tablette, que les enfants écrivent correctement, sachent lire et écrire, au moins ce qu'ils sachent construire des phrases simples, sujet, verbe, complément, qu'ils aient des niveaux avant d'aller vers les tablettes. Sinon, on introduit l'intelligence artificielle. Tout le monde va se retrouver dans l'intelligence artificielle parce que, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est une machine qui est programmée. Et vous posez simplement la question à ChatGPT. Vous dites, que pensez-vous de l'école? Je voulais rassurer le député Oui. que cela ne se fait pas comme il le pense, de manière automatique. Ça ne va pas aller en 48 heures. C'est un processus. Le curricula, il n'y a pas un curriculum qui est figé. Le curriculum dont vous décrivez tout à l'heure, ça c'est de votre époque. Si vous le ramenez aujourd'hui, c'est difficile. Dans tous les centres de recherche, dans le domaine de l'éducation, dans beaucoup, avec lesquels on travaille, le monde a évolué. Le ministre Kosmaji l'a dit. La manière d'enseigner a changé. Le Tchad doit suivre le monde. Mais cela ne veut pas dire que continuer à faire des choses qui ne produisent rien. On expérimente un manuel, on ramène le manuel au centre, discuter avec les enseignants qui l'utilisent, voir le niveau des élèves, l'évaluer. Lui, il est là, le président, le secrétaire général du CED. Il peut confirmer ça. Dire qu'il y a un processus, il n'y a pas un curricula qui est figé. À chaque fois, on te dit, c'est un curricula en expérimentation. On les met, on recueille les remarques des enseignants qui l'utilisent, et cela se prend en charge, en compte, et puis on améliore les choses. Pas qu'au Tchad, partout au monde. Ça se fait comme ça, vous le connaissez vous-même. Mais si ça continue, est-ce qu'on se dit jusqu'à quand ça va s'arrêter? Est-ce qu'on serait toujours en période expérimentale, ainsi, ou bien? Non, on n'est pas en perpétuelle expérimentation. On met quelque chose qui fonctionne après un temps, on l'améliore à chaque fois, ça s'améliore à chaque fois. Et ça s'adapte également avec les nouvelles méthodes d'enseignement. Alors, SG, vous, au niveau du CET, si nous empruntons ce chemin de la refondation, quel est le rôle qu'on peut donner aux enseignants, surtout, que vous êtes aussi enseignant? Bon, avant de venir à votre question, je voudrais
faire observer Ouais. que l'école tchadienne devrait naître qu'en 2006. Peut-être que vous serez surpris. Il y avait toujours l'école. On nous a dit qu'elle était née en 1911 à Mao. Et tout cela. Mais est-ce que c'était vraiment une école tchadienne? Non. On suivait le colon. Et cette école était destinée à former des subalternes de la colonisation. Il s'interprète. Il a fallu attendre 2006 et avec la loi 16 pour que l'école tchadienne naisse. Cette école qui doit naître à partir de la loi 16 en 2006, si elle était vraiment réalisée, elle était appliquée comme ça a été écrit dans les textes, peut-être que beaucoup de problèmes auraient pu trouver des solutions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tantôt, on a parlé également des enfants qui vont à l'école, mais qui ont des diplômes qui ne leur servent à rien du tout. Mais c'est un problème d'orientation. Aujourd'hui, par exemple, nous avons créé des universités. Paraît-il qu'il y a encore d'autres qui vont être créées parce que chaque année, il y a des milliers de bacheliers qui viennent. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a une très mauvaise orientation dès le début. La colonisation française nous a fait croire que quand l'enfant va à l'école, à l'époque, il a le CP, après c'est le BEPC, le bac, il doit aller à l'université. Or, chez les anglo-saxons, ce n'est pas la même chose. L'université, c'est une formation élitiste. On ne doit pas conduire comme des troupeaux les enfants pour aller tous à l'université. Et je vous rappelle, quand le Tchad devait exploiter son pétrole, il a fallu chercher des maçons, des menuisiers, même jusqu'en Amérique latine. Ça, c'est un problème d'orientation. Je suis très satisfait du fait qu'il y a des lycées techniques qui sont en train d'être créés. Mais il ne faut pas créer ça sans lui donner vraiment une quintessence. Il y en a 5 en chantier Oui. que l'année prochaine vont s'ouvrir, Justement, j'en ai équipés. vu. J'en ai vu et j'en suis vraiment content. Mais il y a un collègue qui disait que les élèves qu'il forme là, même s'il a une entreprise, il ne va pas les recruter. C'est un professeur du lycée technique. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ah, mais justement parce que ils ne font que de la théorie. Or, une école technique... Les lycées qui vont s'ouvrir l'année prochaine, Oui. c'est des lycées équipés avec de la technologie, la dernière grille de technologie. Donc, il y en a 5. Il y a un à Pala, à N'Djamena, à Béché. Donc, il y en a 5. Et le corps enseignant? Et le Et corps en formation, quelque part? Oui, mais il y a des Tchadiens qui sont là, formés, qui sont en train d'attendre l'embauche. Ils sont en nombre suffisant, monsieur? Certainement, il y a beaucoup de diplômés sans emploi. Il ne faut jamais penser qu'au Tchad, on manque de techniciens. On en a. Il y en a. Oui, je voulais appuyer le ministre pour dire que ce que le secrétaire de cette a dit, c'est que dans certains lycées techniques industriels existants, à un moment donné, on a constaté qu'il y a un problème, n'est-ce pas, d'équipement pour les cas pratiques. Ça veut dire que quand on parle, n'est-ce pas, de l'enseignement technique, le terrain domine la classe. Et ça a été déploré.
Mais je crois que tout ça a été pris en compte. Ces défaillances-là ont été prises en compte et qu'ils sont en train d'améliorer. Donc, en ce qui concerne le corps enseignant, on a beaucoup de techniciens, n'est-ce pas, les jeunes Tchadiens, qui étaient beaucoup plus sortis de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que moi-même, j'en connais. Vous voyez les jeunes, quand vous passez dans les grandes artères, il y a des jeunes qui ouvrent les petites kiosques. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui a un diplôme très élevé. Mais comme il est venu, il n'y a pas d'embauche, il essaie, n'est-ce pas, de se débrouiller. Voilà, de se débrouiller. Donc c'est là où moi je suis en train de vouloir plaider pour qu'il y ait un recrutement. Et pour qu'il y ait un recrutement pour le secondaire et pour, n'est-ce pas, l'enseignement fondamental 1. C'est important parce que les enseignants des primaires migrent pour le secondaire et ceux du secondaire migrent pour le supérieur. Vous voyez, et alors que depuis longtemps, il n'y a pas de recrutement. Donc, il serait très intéressant qu'on pense à cela pour renforcer, n'est-ce pas, le corps enseignant au niveau fondamental. Et c'est très important. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par faire quelque chose maintenant avant que ces écoles-là Le ministre Kosmadi a dit puissent quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut recruter. Il faut recruter. On est en manque aujourd'hui d'instituteurs. Est-ce que vous le savez? On manque d'instituteurs. Quand on parle aujourd'hui des baisses des niveaux, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'instituteurs, des gens qualifiés pour apprendre. L'enfant là, qu'on l'a amené, qui sait à peine parler, on lui apprend de lire, écrire et compter. Celui-là, il doit avoir une formation spécifique. Et ça manque à l'éducation nationale. Non, mais ils sont formés. Il y en a, mais ils ne sont pas intégrés. Ils ne sont pas intégrés, je veux dire. Je dis le besoin est là. Le ministre Kosmadi a souligné cela et je suis en train de l'appuyer pour dire qu'au niveau de l'éducation nationale, on manque d'instituteurs. On manque d'enseignants en général. Il y a quelques années, on manquait d'enseignants scientifiques. On a contractualisé 2500. Après, ils étaient intégrés. On a réglé un peu le problème d'enseignants scientifiques. Maintenant, il y a le problème d'enseignants de français. Au Tchad, on n'a pas d'enseignants de français. D'enseignants d'arabe, à dire que grammairien arabe, tout ça, il n'y en a pas assez. Et on n'a pas d'enseignants de philosophie, par exemple, intégrés. Donc, il y a des profils qu'on en a besoin au niveau de l'éducation nationale, surtout au niveau de la base. C'est-à-dire que la refondation, qui est notre sujet actuellement, ça doit se faire au niveau de la base. Donc, il faut intégrer des instituteurs qualifiés, formés dans les écoles normales. C'est ça. Tout à l'heure, je disais que les chantiers du chef de l'État, si je devais prioriser certains éléments, je parlerais beaucoup plus de l'école. Parce que, à mon humble avis, je pense que l'école peut résoudre beaucoup de problèmes que nous avons au Tchad. Tout à fait. Comme, vous l'avez mentionné. Oui, je vous rappelle ce que Victor Hugo disait, fermons les prisons et ouvrons les écoles. Et avant Victor Hugo, le philosophe grec Platon, nul n'est méchant volontairement. Donc, quand quelqu'un est méchant, c'est parce qu'il est ignorant. Tout à fait. Et donc, l'école au Tchad trouverait beaucoup de solutions aux problèmes tchadiens. Et c'est pour ça qu'il faut prioriser l'école. Je vais nous demander on va progresser un peu parce qu'on est en train d'avancer, le temps aussi avance. Et je vais simplement poser une dernière question à Monsieur le ministre pour savoir, parce que depuis quelque temps, on a comme l'impression que le cycle scolaire n'est plus de 9 mois parce qu'il y a eu les dérèglements climatiques et puis certains commencent septembre, octobre, novembre et souvent ça finit tôt. On a fini en mai cette année. Alors, est-ce que on peut dire que le cycle scolaire est encore toujours de 9 mois ou bien c'est maintenant 7 mois? Vous évoquez une question très importante, un sujet que moi-même j'ai évoqué au cours de mon déplacement à Moundou et jusqu'à Sar. J'ai essayé d'expliquer, en tout cas exprimer notre inquiétude par rapport à la durée de l'année scolaire.
à N'Djamena, dans les grands centres, on peut faire 9 mois. Mais au village, 9 mois, c'est impossible. Parce que finalement, les parents te disent non, les enfants sont au champ. Tu vas dans un village, ils te disent non, nous on n'envoie pas nos enfants à partir du 1er octobre. Il faut attendre novembre, il faut attendre début décembre. La récolte d'abord. Et nous, au niveau de l'éducation nationale, après mon retour, on a étudié cette question-là et il y a des réflexions qui se font actuellement par rapport à la durée de l'année scolaire dans les provinces, surtout dans le Tchad profond. Il y a un problème sérieux parce que leur mode de vie est différent de ce qui est là, ici, en N'Djamena, à Mondo, à Sara, à Béché. Impossible de les amener en septembre, en octobre. Donc il y a des réflexions, il y a un travail qui s'est fait au niveau de l'éducation nationale et nous allons trouver la formule pour au moins faire, au moins condenser un peu le cours pour que l'enfant... Est-ce que ce n'est pas cela qui a justifié la naissance des académies? Oui, la naissance des académies, vous le connaissez, c'est pour une gestion rationnelle d'abord, une maîtrise des personnels, avoir un regard très proche au niveau provincial et un travail qui s'est fait actuellement. On n'a pas parlé dans ces débats-là du personnel enseignant, qui est un problème crucial. Les académies sont là pour regarder qui est là, qui n'est pas là. Il y a un recensement qui a commencé depuis 2 semaines, 3 semaines. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que chaque académie doit organiser les activités scolaires dans sa circonscription en tenant compte des réalités naturelles et économiques et tout ça. Mais la vision, la réflexion s'est faite au niveau central. La réflexion. La vision, on ne le fait pas seul, on le fait en collaboration justement avec les académies et dans nos déplacements, on échange avec eux et quand ils viennent également, on échange. On échange avec vous aussi en tant que responsable des syndicats pour voir ensemble les parents d'élèves, pour voir ensemble comment solutionner tel ou tel problème. Ok, nous allons aller avancer un peu. L'axe 2, c'est que cela concerne un peu la jeunesse. Je pose la question à M. François Ndikombe. On a comme l'impression que les jeunes sont tenus à l'écart des décisions. Quel est votre constat? Alors, c'est la question, elle est vaste, donc je ne peux pas d'emblée dire que les jeunes sont automatiquement tenus à l'écart des décisions. Non, je crois que il faut relativiser. C'est vrai que la volonté du chef de l'État, c'est de faire en sorte que les préoccupations des jeunes puissent être prises en compte en termes d'emploi, etc. etc. Ouais. Mais maintenant, la question qui se pose, lorsqu'on dit, on sort par exemple une formule, 50 000 emplois, 50 000 jeunes, etc. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on va sur le terrain, ça reste en fait des vocables, ça reste des concepts, mais en réalité, ça reste même théorique. Le jeune, ça reste, oui, parfois théorique, parce que si on demande que les banques accompagnent les jeunes, etc., etc., moi j'ai rencontré plein de jeunes qui ont dit dans le cadre de telle ou telle initiative, j'ai élaboré un projet, on m'a promis 3 millions, on m'a promis ceci, cela, jusqu'aujourd'hui je n'ai rien eu. Donc moi je pense que aujourd'hui dans toutes les structures, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau des communes, au niveau du Conseil provincial, les jeunes sont impliqués. Les jeunes sont impliqués. Donc on ne peut pas très rapidement tirer une conclusion. En nombre minime. Oui, mais c'est une bataille parce que, écoutez, on ne peut pas, vous voyez, la vie c'est un combat. Et il faudrait que les jeunes se battent également, y compris pour l'emploi, pour l'intégration dont on est en train de parler. Quand le ministre a parlé il a appuyé, M. Kosma a dit pour l'intégration ou pour le recrutement des jeunes. Moi je pensais qu'en tant que premier responsable du département,
le ministre pourrait dire, bon, cette année, on allait recruter tel nombre d'enseignants. Ça donnerait satisfaction aux diplômés sans emploi, surtout aux enseignants qui ne font que manifester. Je crois que tout récemment, les manifestations ont quand même cessé, mais tout dernièrement, on a vu encore des jeunes sortir pour demander leur intégration. Moi, je connais des enseignants qui ont fini à l'école normale supérieure depuis 10 ans, depuis 15 ans, et qui attendent leur intégration. Donc, moi, je pense que on ne peut pas croiser les bras et dire tous les besoins des jeunes doivent être satisfaits à 100%. Il faut déjà saluer le peu d'avancées qui est fait au niveau des structures de décision. Maintenant, dans la globalité, quand on voit la situation des jeunes, effectivement, que ce soit pour l'intégration dans le domaine de l'enseignement ou que ce soit dans l'emploi, tout court, les jeunes, le taux de chômage est tel que ça doit être une préoccupation du gouvernement. Je ne suis pas en train d'incriminer le ministre ici présent parce que je parle des jeunes d'une manière générale. Tout à fait. Et ça, c'est une responsabilité du gouvernement d'une manière générale, que ce soit le Premier ministre, que ce soit chaque ministre. Il faudrait que les préoccupations des jeunes soient prises en compte parce que quelqu'un l'a dit tantôt, vous prenez les jeunes qui sont dans des cybercafés, etc. Il y en a qui ont des licences, des maîtrises. Vous prenez ceux qui conduisent les mototaxis qu'on appelle communément clando au Tchad. Et il y en a qui sont des diplômés et qui ont besoin d'emploi. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, je reste sur ma soif par rapport à ce qui se fait au niveau des jeunes. Mais je crois que quelque chose se fait, mais ce n'est pas suffisant. Président Kosmadi, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes aujourd'hui? Merci. Moi, je suis aussi témoin des actions qui sont en train d'être menées depuis des années. C'est dire que c'est de l'assistanat comme ça. Généralement, c'est une catégorie de jeunes, peut-être appartenant à une certaine organisation à caractère beaucoup plus politique, n'est-ce pas, qu'on vienne et puis on donne des financements, comme des subventions, n'est-ce pas, par rapport à leurs projets, mais qui ne donnent pas, n'est-ce pas, de fruits sur le terrain. Parce que ces jeunes n'ont pas été d'abord préparés, n'est-ce pas, pour entreprendre. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on leur donne, pour eux, c'est comme si c'était une sorte de remerciement. Donc, il n'y a pas de suivi aussi. Et quand ils essaient de mettre, n'est-ce pas, l'argent, de le fructifier, en rien du temps, c'est parti. Parce que c'est cet argent-là qui doit constituer ce qu'on appelle le capital. C'est cet argent-là qui sert, n'est-ce pas, pour l'ambiance. Oui, n'est-ce pas? Voilà. Le jeune là, quand il a un peu d'intérêt, il a déjà même pensé, n'est-ce pas, à une certaine... voilà, un mode de vie. Et donc, vous voyez, c'est comme on a dit là, c'est l'urgence. Il faut former les gens. Ce n'est pas tout le monde qui doit entreprendre, n'est-ce pas? Il faut former les gens. Et quand on parle de jeunes, nous voyons beaucoup plus ceux-là qui sont instruits. Mais la jeunesse tchadienne, ça dit que ceux qui ne sont pas instruits sont plus nombreux, n'est-ce pas, que les diplômés. Donc il faut aller aussi au Tchad profond pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avec ces jeunes. Pourquoi ne pas, par exemple, faire comme dans le passé? Moi, mon père, par exemple, avait bénéficié de ce qu'on appelle le crédit paysanat. Je crois, non, c'est la paysannerie. Oui. Donc, le père devait plus charrette. Et puis, voilà, il y a aussi... poste radio. Voilà, poste radio pour suivre les émissions à langue. Et puis, il y a aussi un technicien, on les appelle des boy coton, en ce temps, qui sont là, mais ce n'est pas seulement pour le coton. Donc, ils arrangent, ils accompagnent les paysans. Et quand les paysans produisent, je crois que c'est ça qui est meilleur. Parce que là, ils sont directement en contact avec la terre. Ouais, n'est-ce pas? Donc ils produisent et ça remonte. Mais la jeunesse ne se limite pas seulement au niveau, n'est-ce pas, des centres urbains. Il faudrait qu'on ait un regard un peu vaste. Je dis, les jeunes aussi
n'est-ce pas, on peut les prendre dans beaucoup d'autres domaines. Tout à fait. Comme par exemple les intellectuels qui sont là. Moi, je plaide toujours, les intellectuels. Pourquoi ne pas dire que, bon, on va recruter les gens à la police? Ne peuvent entrer à la police que ceux qui ont, n'est-ce pas, tel profil. Ça peut être, n'est-ce pas, le cas dans la gendarmerie. Ainsi de suite. Donc, avec le temps, on va avoir ce qu'on appelle l'armée des métiers, l'armée républicaine. Donc, ce n'est pas seulement à la fonction publique. Et comme vous l'avez dit, comme a dit le député François, le ministère de l'Éducation nationale n'est que consommateur. C'est ça, n'est-ce pas? Mais le ministère qui recrute, c'est la fonction publique. Oui. Je crois que ceux qui sont formés, quelquefois là, s'ils sont formés dans le domaine de l'éducation, ils se plaignent plutôt, n'est-ce pas, devant le ministre de l'Éducation, alors que ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui intègre, c'est le ministre de la fonction publique. Ouais, donc l'intégration, ça peut se faire dans beaucoup de domaines. Et la jeunesse aussi, je ne sais pas comment définir, comment est-ce que la jeunesse tchadienne est définie. C'est de quel âge à quel âge. Vous voyez, n'est-ce pas? On ne peut pas s'éterniser pour dire que je suis jeune, ainsi de suite. Il faudrait que les gens fassent des efforts pour qu'à un certain moment donné, là, ils se considèrent, n'est-ce pas, responsables. Parce que quand on n'arrive pas à gérer les minutes, les heures, les jours, n'est-ce pas, les semaines, les mois, en rien du temps, on est rattrapé par le temps. Et puis c'est difficile. Merci, M. Kosma. Je vais encore nous inviter à suivre un reportage de la rédaction qui va nous permettre aussi de chuter vers le troisième niveau parce que nous avons assez perdu du temps sur l'axe qui est le système éducatif. Si la régie est prête, on peut suivre cet élément, va revenir. Nous sommes sur l'avenue Jacques Nadinga, au cœur du 7e arrondissement. Depuis plusieurs jours, les abords de cette voie sont devenus le théâtre d'une vaste opération de déguerpissement. Bulldozer en tête, agents municipaux et policiers rasent hangars, étalent et abritent de fortune, emportant avec eux le fruit acquis pendant des années de débrouillardise. L'avenue qui mène directement au nouveau stade de Mandiafa, dont l'inauguration est imminente, doit, selon les autorités, retrouver son éclat. Nous devons rendre à N'Djamena sa dignité. L'occupation anarchique de l'espace public nuit à la circulation, à la sécurité et à l'image même de la ville. Soutien un responsable municipal. Mais à quel prix? Les commerçants, eux, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ici, certains pleurent la perte de leur unique source de revenus. D'autres sont privés d'alternatives, eux dans l'amertume. En quelques heures, des dizaines de familles se retrouvent privées de leur gagne-pain. Pour beaucoup, ces activités dites informelles n'étaient pas un choix de confort, mais une nécessité vitale dans un contexte de chômage endémique. On ne peut pas prétendre moderniser une ville en piétinant ceux qui y survivent, s'indigne un sociologue. Et d'ajouter, le déguerpissement, aussi nécessaire soit-il, aurait dû être procédé par une concertation, accompagné de solutions de recasement, des programmes d'insertion ou à tout le moins d'un dialogue. La capitale tchadienne se trouve aujourd'hui à la croisée de chemin. Faut-il prioriser l'ordre urbain au détriment de la dignité humaine? Peut-on prétendre à la modernité sans y inclure les plus vulnérables? A-t-on prévu des mesures d'accompagnement pour ces déguerpis en sacrifiant ces petits commerces sur l'autel de la propriété? N'Djamena semble oublier que la ville ne se construit pas seulement avec des bétons et de l'asphalte, mais aussi avec des vies, des espoirs et des destins. La vraie urgence n'est-elle pas de penser une ville à la fois propre, fonctionnelle et inclusive, une ville où l'ordre rime avec justice et l'esthétique avec l'humanité? Merci, c'était l'élément de la rédaction. Monsieur le ministre, quel est votre commentaire? On est en train de préparer ou bien de déguerpir des espaces pour pouvoir organiser l'ouverture ou bien l'inauguration du stade, qui est un complexe dédié aux jeunes. Et alors, au passage, on casse tout ce qui est comme entrepreneurial. Est-ce que ce n'est pas un souci à ce niveau-là? C'est un sujet qui n'a rien à voir avec notre discussion. Parce que l'actualité oblige, monsieur le ministre. On parle de l'éducation et on parle de jeunes, donc les opportunités que l'État peut donner aux jeunes. Ce qui se passe, c'est une occupation anarchique de voies publiques, une occupation anarchique d'espace. Et les mairies ont pris les responsabilités. Je crois que
ce n'est que normal. Vous voulez une ville moderne, une ville propre, vous ne pouvez pas la faire avec des installations dans la voie publique. Et quand vous passez, par exemple, quand je passe devant le marché de Dembe, par exemple, vous n'avez pas la possibilité même de traverser la route, parce que les gens s'installent n'importe où et n'importe comment. Et donc, je crois que le maire d'arrondissement, ils sont dans leur rôle de responsable de la cité, et comment l'organiser. Et je crois qu'il y a un travail qui s'est fait, et ceux-là ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas... Personne ne peut dire qu'il a occupé, qu'il n'a pas occupé cette place-là anarchiquement. Personne. Donc les maires sont en train de faire leur travail. Pourtant, je précise aussi qu'ils font aussi de la recette à la mairie. Non, moi, je dis que c'est peut-être que... est-ce que c'est allé vite? Est-ce que les intéressés n'ont pas été avertis? C'est des questions comme ça qu'il faut peut-être se poser. Est-ce qu'ils ont été avertis? Est-ce qu'un délai a été donné pour qu'ils s'arrangent et puis ils n'ont pas obtempéré? C'est beaucoup d'autres questions. Mais je suis en train de voir que peut-être que la mairie a un programme, n'est-ce pas, de recasement. Et voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, dans d'autres pays, là, on voit en termes, n'est-ce pas, de commerce, les articles. Si vous êtes vendeur d'habits, vous restez dans le même endroit. Si vous êtes vendeur de tels produits, n'est-ce pas, donc la mairie peut, en seconde position, n'est-ce pas, penser ou recaser, n'est-ce pas, ces petits commerçants. Ça peut être, n'est-ce pas, ça peut consoler. Donc on fait de sorte à ce que la ville soit organisée. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand la ville n'est pas organisée, ben, ça devient aussi difficile. Donc les abords là, est-ce que c'est parce que les constructions étaient anarchiques et que la mairie a un programme, n'est-ce pas, de revitalisation de la ville? Bon, donc prochainement, maintenant on détruit, mais il va y avoir un plan, n'est-ce pas, de reconstruction. Comment on peut, n'est-ce pas, remettre ces gens-là dans un ordre quelconque pour que la vie soit belle et puis la ville soit belle et puis qu'eux ils trouvent aussi leur compte. Donc je crois que l'espoir n'est pas perdu et ce qui est sûr, la mairie a un autre plan. On le suppose aussi. Monsieur François Decombé, quel est votre constat et quel est votre avis? Écoutez, mais moi je crois que sur le plan humain et social, on peut plaider le sort de ceux dont les petits business, si on peut appeler ainsi. Il y a des familles qui, des fois, dépendent de ça. Oui, tout à fait. Mais vous savez, nous sommes également dans une cité. Nous sommes dans une cité, et qui dit cité dit organisation de la société. N'Djamena est l'une des villes les plus sales. Et puis les plus désordonnés en termes d'occupation anarchique, etc., etc. Et moi je pense que, comme on le dit, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faudrait que nos concitoyens qui ont eux-mêmes élu ces maires-là puissent permettre qu'il y ait une organisation de la cité. On peut déplorer le fait qu'il y ait des familles et des gens qui sont liés à ces activités-là, c'est leur survie, etc. Mais les gens peuvent s'organiser autrement. Comme l'a dit monsieur le président Kosmadi, peut-être que la mairie a d'autres propositions à faire pour ces personnes-là. Mais ce qui arrive souvent, c'est quoi? Lorsque vous prenez par exemple l'avenue du 10 octobre, c'est bien ça, entre le rond-point à double voie et le rond-point Gazelle, vous prenez seulement ce tronçon-là, tout ce qui est installé comme conteneur, etc., par le passé, pas le maire actuel, pas les maires actuels, mais par le passé, ça a été déguerpi. Et lorsqu'on déguerpit, on enlève les conteneurs et tout ça là, avec des tractopelles, avec les excavateurs, mais automatiquement,
juste après le passage des agents municipaux, les gens viennent se réinstaller. Et ça, c'est le propre de toutes les grandes villes, en fait. Mais le Tchadien, nous avons ce niveau d'incivisme-là, tel que ce soit l'occupation anarchique, que ce soit la défécation à l'air libre, que ce soit la mauvaise habitude dans les circulations, etc., etc. Moi, je pense que si nous voulons une ville moderne, il faut vraiment, à la limite, mettre un peu de l'ordre. Donc moi, je crois qu'à ce niveau-là, je suis un peu, j'allais dire, un peu gêné, mais le volet social est là, le volet humain est là, mais nous sommes dans une société, il faudrait que la ville soit également organisée pour fonctionner comme une ville normale. Donc il serait nécessaire de tout faire pour que les deux puissent juguler. Tout à fait. Alors, M. Bolbari, quelle est votre appréciation aussi par rapport à cet élément? Non, j'abonde dans le même sens que le député. Oui. Nous allons aller un peu plus vite parce que le temps... Oui, il faut... Pour faire des omelettes, il faut casser les œufs, c'est vrai. Mais il faut également se dire que le problème n'est pas simplement au niveau des abords de rue. Mais il y a des gens bien placés qui, quelquefois, occupent les espaces verts. Il faut également casser, pourquoi pas, les villas et autres qui sont construites sur les espaces verts. Il ne faut pas s'en prendre simplement aux petits vendeurs des abords de rue. Un travail sérieux doit être fait alors. Si nous voudrons que N'Djamena devienne une ville, alors il ne faut pas que cette loi-là s'applique à un certain niveau et que les autres s'en échappent. Ok. Et c'est pas la première fois. C'est la même mairie là qui va encore attribuer ces espaces à d'autres personnes. Et c'est là où on se demande, est-ce que c'est pour le bien de la communauté ou bien c'est pour les intérêts des individus qui ont des accointances avec ceux qui sont qui ont quelques parcelles d'autorité. Ok. Est-ce que c'est pour le bien de la communauté? Ça sera votre mot et je voudrais vous remercier d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ce plateau, là, M. Bolbari. Oui. Merci beaucoup pour votre présence. Je profite aussi pour remercier M. François Ndjekombé. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Cosmed, merci. Je voudrais vous remercier pour avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Le dernier mot vous revient. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. En tout cas, le système éducatif adapté est le socle du développement durable d'une nation. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances, mais de former des citoyens compétents, responsables, critiques et engagés, capables de relever des défis de leur temps. Je vous remercie. Et demain, vous serez avec notre confrère Mardoché ou bien Christiane à la suite de ces séries de débats dans le cadre du bilan de l'an 1 du premier quinquennat du maréchal Mohamed Idriss Déby. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci.